Bonjour à tous et bienvenue sur Stay Connected, le podcast d'Orisha. Donc je suis Tom Gervais, chef de projet innovation IT, et aujourd'hui je vais vous présenter ce podcast. Nous allons parler des agents IA, et pour cela nous avons deux invités de marque. Messieurs, je vous laisse vous présenter. Avec plaisir, bonjour. Je suis Aymeric Taspino, je suis le CTO d'Orisha. Bonjour à tous, bonjour Tom, bonjour Aymeric. Merci d'abord de m'avoir invité à ce podcast. Donc, je suis Dominique Pochat, je travaille chez Microsoft et je suis en charge de la relation technologique avec les éditeurs de logiciels. Super. Vous allez bien aujourd'hui ? Ça va super, merci beaucoup. Ça va super bien. Et il fait bon dans le studio, c'est agréable. Alors, en introduction, qu'est-ce que l'Agentic AI, en une phrase claire pour les non-experts ? Je dirais que c'est une intelligence artificielle qui va être capable de réaliser des actions. Donc, à l'opposé d'une intelligence artificielle qui serait simplement capable de répondre, par exemple, à une question. Elle va être capable de réaliser un certain nombre d'opérations de manière autonome, presque comme un collaborateur, finalement. Oui, moi je pense que l'intelligence artificielle à base d'agents en fait, est en train de redéfinir un petit peu l'entreprise de demain. C'est-à-dire que demain, on aura dans les équipes des collaborateurs humains et des collaborateurs virtuels d'intelligence artificielle qui vont collaborer, qui vont pouvoir, ces agents vont pouvoir agir de façon autonome et parfois même de façon proactive. C'est bon. Super. Et donc on en parle beaucoup, mais pourquoi ce sujet devient-il central aujourd'hui dans la tech et en particulier dans le développement logiciel ? Pour ma part, je dirais qu'on arrive à un moment où, d'une part, les modèles sont devenus tellement riches et puissants. On a également beaucoup d'outils qui vont nous permettre de créer des agents de manière très rapide, fluide et flexible, on va dire. Et puis, on a aussi tout ce qui est la dynamique autour des MCP qui vont permettre de rendre les agents de plus en plus interopérables avec d'autres logiciels, avec d'autres systèmes. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les agents deviennent beaucoup plus puissants que ce qu'ils pouvaient être encore il y a quelques mois, voire même quelques semaines. Et on voit même apparaître des mécanismes d'orchestration d'agents, donc des agents qui vont être capables de collaborer les uns avec les autres. Et donc, on arrive à une situation où finalement, les agents sont capables de réaliser des actions qui sont d'une complexité énorme, ce qui n'était pas le cas il y a quelques semaines, je dirais. Je reprends un petit peu le point d'Aymeric. C'est clair que les derniers modèles qu'on voit apparaître aujourd'hui ont une capacité de raisonnement qui leur permettent de résoudre des problèmes assez complexes. Et donc, il faut tirer parti. Voilà, les agents permettent de tirer parti de cette capacité à planifier des tâches, etc. Et la différence aussi, peut-être avec ce qu'on avait avant, c'est cette capacité à pouvoir interagir avec le monde extérieur. C'est-à-dire que non seulement ils vont planifier, etc., mais ils vont pouvoir agir à la place de l'utilisateur, faire des tâches plus ou moins complexes, voire des parties entières d'un métier, d'un utilisateur. D'accord, donc on passerait vraiment dans une nouvelle étape sur la partie intelligence artificielle. Exactement. On peut parler de phase 2, on va dire. Voilà, ça va être assez progressif, hein, comme toute révolution technologique, ça prend quelques années, voire des décennies à atteindre sa maturité. Mais je pense qu'aujourd'hui, voilà, les capacités qu'on voit arriver permettent de faire des choses vraiment intéressantes. Pour nos outils, pour nos logiciels, c'est vraiment la bascule d'un logiciel outil à un logiciel acteur, qui change complètement la façon dont on interagit quelque part avec les logiciels, et notamment les logiciels Orisha. D'accord. Et je me permets de rebondir. Aymeric, tu nous as parlé de MCP. Est-ce que tu peux peut-être expliquer ça rapidement pour ceux qui ne connaissent pas ? Oui, bien sûr. Donc, le MCP, qui signifie Model Context Protocol, c'est un protocole qui va permettre tout simplement à des agents IA d'interagir avec d'autres systèmes tiers. Ça peut être des API, ça peut être des bases de données, ça peut être des logiciels tiers, de manière standardisée. Donc, c'est un protocole qui va être facilement compréhensible par un agent et qui va savoir tout de suite comment se connecter et quoi faire avec un système tiers. D'accord, ok, c'était très clair. Ça nous fait déjà une introduction très chargée en informations. Oui, c'est vrai. On va passer à la seconde partie qui va concerner plutôt les enjeux technologiques et stratégiques. Et pour cela,
Est-ce que vous pourriez m'expliquer en quoi l'Agentic AI diffère-t-elle des approches traditionnelles de l'IA? On a beaucoup parlé de Gen AI. Bon, on a commencé un petit peu à l'évoquer, en fait. C'est le progrès des modèles, en fait. Avant, on avait des modèles assez spécialisés qui étaient un petit peu réservés déjà la conception, en termes de conception, qui étaient réservés à des spécialistes, etc. Mais même en termes d'usage, l'apparition des modèles déjà un peu plus général, que tout à chacun, un simple prompt, la voix permet d'activer, ou par simple API, on va pouvoir activer. Déjà, ça change la donne. Et le deuxième aspect, c'est sa capacité, en fait, alors que l'IA traditionnelle répondait à une question, il n'y avait pas du tout d'action, il n'y avait pas de retour. Là, il va pouvoir, un agent potentiellement peut planifier des tâches de lui-même de façon autonome, et donc là, c'est complètement différent. D'accord. Aymeric, tu as quelque chose à ajouter? Oui, peut-être sur le... en fait, c'est une image qui peut-être peut aider à comprendre un peu ce qu'est un agent et comment fonctionne un agent, mais souvent, on peut découper quelque part les agents en 3 morceaux. Un premier morceau qui est le cerveau d'un agent, et donc ça, ce sont les fameux LLM qu'on connaît maintenant depuis quelques semaines, quelques mois, qui vont vraiment permettre à l'agent de réfléchir et puis de comprendre ce qui se passe au travers du langage. Il y a des outils, c'est le deuxième gros composant d'un agent. Ces outils, c'est un peu comme les bras, la capacité à faire quelque part d'un humain. Donc, il va pouvoir aller rechercher sur Internet, appeler une API, faire tout un tas d'opérations quelque part qu'on lui aura bien évidemment décrites auparavant. Et puis, il y a un troisième élément qui est la mémoire. Donc cet agent, il va être capable de se rappeler de ce qu'il est en train de faire, de comment il a interagi les dernières façons avec l'interlocuteur, avec l'utilisateur. Et ces 3 composants, quelque part, le cerveau, la mémoire et les outils, qui font un agent et qui rendent ces agents particulièrement pertinents dans l'interaction avec les humains. D'accord, on peut avoir une vraie discussion avec l'IA dans ce cas-là. Exactement. Très bien. Pour rentrer un peu plus dans le concret, quels sont les cas d'usage qui sont déjà opérationnels chez Orisha? Alors on en a beaucoup et on en a de plus en plus. Ça va assez vite, mais notamment donc on a eu un certain nombre de cas d'usage dans la saisie automatique au sein de nos logiciels, le remplissage automatique d'une facture en comptabilité par exemple sur certains de nos logiciels métiers. On en a aussi sur la partie support. Donc on va mettre à disposition des agents pour nos clients qui vont permettre directement de poser des questions et d'interagir avec le logiciel et donc de demander directement au travers de ces interfaces des opérations dans le logiciel plutôt que de les faire manuellement, on va dire. On a aussi un certain nombre de use cases au niveau de la BI et donc notamment la capacité de demander de l'information, de demander des graphiques, de demander un historique à une intelligence artificielle, mais au travers d'une interface de type langage. On va avoir aussi de la rédaction automatique d'emails. Donc, par exemple, pour nos syndics de copropriété, quand ils reçoivent des emails avec tout un tas de questions ou avec des demandes de la part des locataires ou des propriétaires, ils vont être capables directement de préparer une réponse automatiquement pour l'agence avec un plan d'action qui va être prédéfini et qui va permettre aussi à l'agence de faciliter quelque part le quotidien. Et peut-être l'un des éléments sur lesquels on est le plus fier aujourd'hui, c'est dans le domaine de l'agriculture, où on a un agent qui fait une analyse de ce qu'on appelle les bulletins de santé végétaux. Donc, c'est des bulletins qui sont communiqués par le gouvernement et qui indiquent des risques sanitaires au niveau des plantes. Par exemple, la pyrale du maïs qui attaque telle ou telle région. Et donc, on va venir, nous, analyser en continu ces données-là qui sont émises par le gouvernement. Et puis, on va proposer directement, informer et proposer aux clients de nos clients des opérations pour traiter et anticiper quelque part ces risques phytosanitaires. D'accord. Et dans la mise en place opérationnelle de ces agents IA, est-ce qu'il y a des verrous techniques ou éthiques qui rentrent en jeu ? Il y en a beaucoup. Peut-être, Dominique, tu en as quelques-uns en tête. Oui, alors en tête, l'une des spécificités des agents, c'est quand même qu'ils peuvent agir et agir en lieu et place d'un utilisateur. Et donc, je pense que un des premiers freins sera peut-être un frein humain. C'est-à-dire, est-ce que les humains, les collaborateurs vont accepter d'interagir avec des collaborateurs IA ?
Et donc, pour ça, il faut s'assurer justement d'un système de traçabilité, ce qu'on appelle observabilité de l'agent, savoir, en gros, il faut mettre l'utilisateur en confiance. Voilà, il faut qu'il ait envie d'utiliser l'agent, il faut qu'il comprenne comment l'agent fonctionne, ce qu'il peut faire, ce qu'il ne peut pas faire. Et donc, pour ça, il faut mettre en place, je pense, de suite des façons de pouvoir suivre ce que fait l'agent, que l'agent puisse à un moment donné peut-être dire ça, je ne sais pas le faire. Et il faut qu'en gros, il y a Andrej Karpathy, je ne sais pas si vous connaissez, d'OpenAI, qui disait il faut peut-être proposer un agent, dans les premiers temps, qui soit un petit peu en laisse. C'est-à-dire que c'est l'utilisateur qui va continuer à piloter, à demander à l'agent et à donner éventuellement son avis, puisque on peut toujours garder l'humain. Il faut garder même l'humain dans la boucle quand on développe des solutions agentiques. Donc, et puis, ça pose aussi des problèmes légaux. C'est-à-dire que juridiquement, si je prends le cas extrême de la voiture autonome, si j'ai un accident, c'est qui est responsable? Est-ce que c'est le constructeur de la voiture? Est-ce que c'est celui qui a développé le modèle? Est-ce que c'est celui qui a mis la solution et qui utilise le modèle? Donc, il y a tout un tas de questions encore qui restent et de législation qui restent à mettre en place en fait pour qu'on puisse y aller complètement en pleine confiance. D'accord, oui, c'est vrai que c'est assez récent, la législation n'a pas eu le temps d'évoluer encore à ce niveau. Mais c'est, l'IA agentique, on est dans les prémices, il faut le dire. On voit que les capacités aujourd'hui des modèles qu'utilisent les agents commencent à être vraiment très intéressantes, mais voilà, c'est que le début d'une histoire qu'on commence à écrire. Et on voit aussi, nous, de notre côté, en tant qu'éditeur de logiciels, quelque part, notre rôle changer. On a un vrai rôle autour de ces agents, d'assurer leur fiabilité, le fait qu'ils soient disponibles tout le temps, qu'ils répondent de manière conforme à ce qui est attendu de cet agent, la sécurisation des interfaces, qui viennent effectivement pas avoir accès à des données ou à des outils auxquels ils ne devraient pas avoir accès. Également au niveau de la transparence, c'est-à-dire comprendre et être capable d'expliquer pourquoi est-ce que l'agent a pris telle et telle décision et pourquoi il a fait telle et telle opération, tout en conservant effectivement l'humain un petit peu quelque part, au moins dans les premiers temps, en tout cas au cœur, comme tu le dis Dominique, de cette interaction pour être sûr qu'on fait ça d'une manière complètement optimale d'un point de vue de la sécurité et de la responsabilité, en tout cas de notre responsabilité d'éditeur de logiciels. Comment un éditeur de logiciels peut-il tirer parti de l'agentic AI dans ses propres produits ? Alors, effectivement, je pense que les use cases montrent un petit peu comment est-ce qu'on va chercher à utiliser quelque part l'intelligence artificielle et les agents au sein de nos logiciels. Mais donc, effectivement, le support, évidemment, est l'un des éléments les plus importants, on va dire, à être révolutionné par ces agents. D'une manière générale, l'UX, il faut s'attendre vraiment... Alors, je pense qu'on le touche seulement du doigt pour le moment, mais il faut s'attendre à des changements radicaux en termes d'UX. Je pense qu'on en parlera un peu plus tard dans le podcast et dans l'échange. Mais effectivement, c'est des choses qui vont vraiment être très fortement impactées. D'accord. Et Dominique, est-ce que tu as des exemples de ton côté ? Je pense avant tout, je pense que c'est une opportunité pour les éditeurs de logiciels, dont Richard, de venir innover et peut-être pour certains de venir prendre l'avance sur un certain nombre de sujets. Je crois que dans l'avenir, les utilisateurs, tout à chacun, dans la vie de tous les jours, on commence à utiliser des assistants. Au travail, on commence aussi à utiliser des assistants, ChatGPT, Copilot, etc. Et donc, à un moment donné, si on ne propose plus ou propose pas des logiciels qui auront ce même capacité à fournir des assistants pour effectuer un certain nombre de tâches, les utilisateurs ne vont pas se retrouver, tout simplement. Et donc, c'est vraiment l'opportunité de pouvoir améliorer les solutions pour qu'elles soient beaucoup plus productives, honnêtement, pour pouvoir plus interactif, mais aussi réduire les taux d'erreur sur les solutions, parce que un certain nombre de tâches répétitives seraient faites par des agents, etc. Donc, alors, je ne dévoile pas, mais parce qu'il y a un sujet après sur l'interface utilisateur, mais voilà, on peut imaginer de façon complètement différente les solutions de demain, en fait, avec les agents, à base d'agents.
Effectivement. Et Aymeric, tu as parlé de l'UX, donc de l'expérience utilisateur. Et est-ce que cela change la manière dont on la pense dans un logiciel, l'Agentic AI? Ça doit, ou ça devrait, je ne sais pas précisément comment le dire, mais effectivement, la grande différence entre l'utilisation d'un agent et l'utilisation d'un logiciel, on va dire, plus classique, c'est que dans un logiciel, on va faire un certain nombre d'actions, alors qu'avec un agent, ce qui compte quelque part, c'est d'expliquer à l'agent en question quelle est notre intention. C'est-à-dire qu'on ne va pas forcément lui dire précisément la liste des tâches qu'il doit opérer, mais on va lui demander, on va lui exprimer notre intention, et c'est lui qui va, quelque part, comprendre cette intention, en définir des tâches et réaliser les tâches directement. Et donc, il y a toute une interface utilisateur à inventer, à réinventer autour de la capture de cette intention. Comment est-ce qu'on comprend l'intention d'un utilisateur et pas seulement les actions qu'il veut faire directement dans un portail ou dans un outil. Et le deuxième grand changement qui va s'opérer, je pense aussi, c'est sur la visibilité de ce que fait l'agent. On parlait tout à l'heure de transparence, mais c'est effectivement être capable de fournir des interfaces qui expriment et qui expliquent qu'est-ce qui est en train de se passer behind the scene, quelque part, pour que l'utilisateur sache ce qui se passe sur son logiciel et quelles sont les actions qui sont déclenchées. Ce qui est intéressant, en fait, c'est que il va y avoir du travail pour les designers. Parce que je pense qu'il faut totalement repenser les interfaces utilisateurs, parce qu'ils doivent être plus axés sur le dialogue et la collaboration. C'est-à-dire que l'utilisateur, il faut qu'il apprenne à dialoguer avec son agent. Et je pense que l'un des éléments clés, c'est qu'il ait confiance, en fait. De lui donner confiance. Et alors, de lui donner une part de visibilité ou pas de ce que pourquoi l'agent décide d'une telle façon, quel plan il a mis en place pour résoudre telle problématique. Donc, dans l'interface, on le voit déjà dans les solutions qui apparaissent. GitHub Copilot, par exemple, je prends un exemple dans Visual Studio. Ils ont décidé de le mettre sur un petit côté, pas de façon centrale et pour que que ce soit pas trop que l'utilisateur garde la main en fait sur ce qu'il fait, que l'agent effectivement dans un temps alors on ne sait pas dans combien d'années, mais il pourra réagir et agir de façon autonome et de façon proactive, mais s'il agit trop, l'utilisateur va peut-être être perturbé et ça ne va pas lui plaire. S'il n'agit pas assez, pas de façon transparente, ça ne va pas lui plaire non plus. Donc, je pense que le maître mot des nouvelles interfaces graphiques, c'est vraiment de mettre en confiance l'utilisateur pour qu'il ait envie de collaborer avec ses agents. Il y a un parallèle qui est intéressant sur les agents, c'est qu'on présente ça quelque part un petit peu comme des collaborateurs, justement. Ouais. Et en fait, on les connaît très bien, ces mécanismes d'interaction avec un collaborateur depuis bien longtemps. Il y a des écoles de management qui expliquent comment correctement déléguer une tâche en donnant suffisamment d'autonomie. Pour la personne à qui on délègue la tâche, en donnant suffisamment de visibilité à la personne qui lui a délégué la tâche. En expliquant aussi l'intention et en laissant un petit peu la liberté dans la façon d'obtenir un objectif ou d'atteindre un objectif. Quelque part, tous ces concepts-là de la délégation, c'est exactement les mêmes concepts qu'on doit réussir à retrouver avec les agents. Effectivement, et c'est très intéressant que vous me parliez de ça, messieurs, puisqu'il y a un autre débat qui anime la communauté tech aujourd'hui avec le développement de l'IA. Quel est le rôle des développeurs dans ce monde où les agents deviennent autonomes et sont capables en fait de réaliser des tâches par eux-mêmes? Je peux commencer à répondre. Je pense qu'il va devenir justement clé et encore plus important que ce qui ne l'était, parce qu'il va pouvoir justement déléguer un certain nombre de tâches à des agents de coding pour implémenter directement. Il va pouvoir choisir de dire à un agent implémente-moi cette fonctionnalité, corrige-moi ce bug, fais-moi une montée de version sur des frameworks que je pourrais utiliser. Tout ça, il aura plus besoin forcément de le faire lui-même. Et justement, il va pouvoir se concentrer sur des tâches qui seront peut-être un peu plus sensibles, sur des données, des actions sur des données plus sensibles, par exemple, ou sur des processus métiers très sensibles et éviter entre guillemets, de prendre beaucoup de temps sur des tâches répétitives, des bouts de code. La génération de tests unitaires, par exemple, c'est un agent qui pourra l'effectuer. Donc, je pense que
Le développeur de demain, c'est un chef d'agent, voilà, qui aura un certain nombre d'agents à sa disposition pour l'aider à développer sa solution. Oui, je pense que c'est tout à fait ça. Alors clairement, effectivement, les actions de développement telles qu'on les envisageait depuis des années, hein, donc le fait de créer du code, vraiment, c'est quelque chose qui va petit à petit réduire, voire même disparaître, je pense, au bout d'un moment. Et quelque part, si je reprends ma métaphore sur l'agent en tant que collaborateur, le développeur devient un petit peu le DRH des agents. C'est-à-dire qu'il est là pour faire en sorte que ces agents soient compétents, soient fonctionnels, mais aussi soient capables de s'épanouir et de, quelque part, être le plus efficace possible dans le système d'information au sens large. Ce qui donne effectivement une responsabilité toute particulière aux développeurs. D'ailleurs, le développeur de demain sera peut-être un prompt engineer qui a des capacités de pouvoir poser les bonnes questions, diriger de façon pertinente ses agents pour en dégager le meilleur, en fait. D'accord, donc si je comprends bien vos réponses, c'est que le métier de développeur n'est pas en réel danger, il ne va pas être remplacé par les agents IA, mais le développeur va plutôt disposer d'outils beaucoup plus efficaces que ceux qu'il a en sa possession aujourd'hui pour faire son rôle, en fait. Je pense qu'il va y avoir quand même une réelle mutation. Il faut clairement le comprendre. Il y a quelques semaines, quelques mois, dans toutes les discussions sur l'IA, dans tous les podcasts sur l'IA, la grande phrase, c'était de dire « vous n'allez pas être remplacé par une intelligence artificielle, mais par quelqu'un qui utilise l'intelligence artificielle ». Je pense que c'est quand même sous-estimer un petit peu l'impact de l'intelligence artificielle à moyen, voire long terme. La transformation va être beaucoup plus profonde que ça, et notamment chez les développeurs qui, effectivement, vont changer complètement de métier dans les mois ou dans les semaines à venir. Alors, il y a besoin de leur savoir-faire, il y a besoin toujours de comprendre comment fonctionne du code, et puis d'avoir une culture tech au sens large, parce qu'aujourd'hui, les problématiques, c'est beaucoup autour de l'interopérabilité, l'interconnexion, la gestion des credentials, etc. Et ça, c'est éminemment technique et ça ne va pas disparaître du jour au lendemain. Mais néanmoins, ça va vraiment profondément changer. Faire des tests unitaires, tout ça, c'est des choses qui vont assez rapidement disparaître. Concrètement, il y a des gens qui se posent la question, est-ce que ça vaut encore le coup d'apprendre à coder ? Et la réponse est oui, bien sûr. Si je dois prendre un exemple un peu bateau, on va dire, mais aujourd'hui, on a la calculatrice et pourtant, on apprend toujours les mathématiques. Et ça n'empêche pas qu'on utilise une calculatrice et certaines personnes sont spécialisées dans les mathématiques. Donc déjà, sur la partie agentique, rien que sur la partie modèle, pour développer des modèles, il faut déjà avoir une capacité en mathématiques qui est assez prononcée. Mais même si on utilise des modèles de fondation, des modèles de base, mais on va vouloir peut-être dans certains cas les personnaliser, les fine-tuner, comme on dit. Et donc là, il faudra des data scientists, etc., qui aient des notions fortes en machine learning, etc. Donc, plus on aura de compétences et de savoir-faire sur comment on code, etc., mieux on pourra diriger de toute façon ces agents. Donc c'est clair que le métier de développeur va vraiment beaucoup changer. Et d'ailleurs, il sera peut-être à la portée de gens qui avaient jamais s'étaient mis des freins en disant « moi, je ne sais pas coder, etc. » Mais peut-être qu'aujourd'hui, demain, quelqu'un qui n'est pas pur développeur pourra commencer à développer des solutions. Donc, il y aura un changement profond, mais je pense que les compétences seront toujours nécessaires. D'accord. Rendez-vous dans les mois et les années à venir pour répondre à cette question. Exactement. Et maintenant, pour parler un peu plus de la collaboration entre Microsoft et les éditeurs de logiciels, oui. Quels sont les accompagnements spécifiques ou quelles briques technologiques Microsoft propose-t-il aux éditeurs pour intégrer l'Agentic AI ?
Comme Orisha, Microsoft est un éditeur de logiciels. Donc déjà, nous, on infuse des agents dans tous nos suites logicielles. L'exemple le plus visible, c'est le copilote pour Microsoft 365. Aujourd'hui, quand je fais un meeting Teams, je vais utiliser un agent de research qui est disponible dans la suite. Je vais utiliser un agent, un analyste pour faire des analyses, pour préparer mes meetings. Je vais pendant le meeting avoir un agent qui écoute, qui va me faire un résumé du meeting et que je vais pouvoir interroger après le meeting. Donc déjà, ça c'est un exemple. Notre exemple, c'est GitHub Copilot, qui est assez mature comme produit agentique. Et donc, on a un savoir-faire déjà d'infuser des agents dans des solutions d'entreprise. Ça, c'est un premier point. Après, en termes d'accompagnement et pour permettre à nos clients de développer des solutions agents, voire d'infuser de l'agentique, des solutions à base d'agents dans les solutions, notre proposition de valeur est assez unique, puisqu'on propose à la fois des solutions pour les gens un peu plus métiers, on va dire des solutions low-code, ce qu'on appelle des citizen développeurs. Ils vont plutôt privilégier des solutions low-code, et c'est pas péjoratif de dire ça, mais avec Copilot Studio, par exemple, qui est directement inclus dans notre copilote pour Microsoft 365 ou Copilot Chat. Aujourd'hui, j'utilise mon propre... C'est comme si j'utilisais un agent et à mon agent, je lui dis « je vais développer un agent ». C'est un petit peu ça. C'est aussi une plateforme. Et donc, quelqu'un qui n'est pas du tout développeur ou technique peut aujourd'hui développer un agent avec Copilot Studio. Donc moi, comme j'ai plutôt un profil développeur, etc., et peut-être pour un éditeur de logiciels qui a besoin quand même de packager, de personnaliser sa solution, etc., il va privilégier évidemment des solutions plus pro-code. Et donc là, on propose la plateforme Azure Foundry et notamment le service Azure Agent Services, qui est une plateforme PaaS pour développer des agents. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que sur Azure Foundry, on a plus de 11 000 modèles à disposition, que ce soit des modèles propriétaires ou des modèles open source. Et donc, tout ça va permettre en fait de construire des agents. Et puis, ce sont les frameworks qui permettent de construire des solutions multi-agents. Ce qu'on voit très bien, et pas mal d'études ont montré que utiliser des agents qui agissent tous seuls, en fait, avoir un agent qui collabore avec d'autres agents permet de résoudre des problèmes un peu plus complexes. Et donc, on propose des frameworks d'orchestration multi-agents, comme Semantic Kernel, Autogène, qui est issu de la recherche à Microsoft en open source. Et on supporte d'autres frameworks, LangChain, etc., qui sont à disposition sur le marché. Donc, en termes d'accompagnement, on a des programmes d'accompagnement, Azure Innovate, etc., qui permettent de financer des partenaires pour aider les éditeurs de logiciels à commencer à développer des agents et infuser de l'agentique dans leurs solutions. Voilà, à peu près, je crois que j'ai fait à peu près le tour. Mais quelle part de personnalisation ou de contrôle l'éditeur conserve-t-il de son côté ? Alors effectivement, donc on a accès à beaucoup d'outils, mais il reste malgré tout beaucoup de travail à faire de notre côté sur la construction en tant que telle de ces agents, sur l'affinage des prompts. On en a parlé un petit peu, mais c'est vraiment extrêmement important. Chaque mot pèse du prompt, du système prompt, donc du rôle prompt, pèse très lourd dans les résultats. Sur le paramétrage et la définition des outils, sur l'interopérabilité entre les agents et nos logiciels métiers, nos bases de données métiers, avec ce fameux MCP qu'on doit venir déployer quelque part un petit peu partout. Le fine-tuning également des modèles, le cas échéant, si jamais on a besoin de quelque chose d'un petit peu spécifique, être capable de venir ajouter sa touche au modèle LLM qui nous est proposé. Ça fait vraiment énormément d'opérations qui restent dans la responsabilité de l'éditeur. La création des règles métiers également, c'est peut-être la raison d'être presque d'Orisha, c'est d'avoir des logiciels avec des règles métiers, un contexte réglementaire spécifique qui est particulièrement complexe et riche. Et donc la capacité à modéliser toutes ces règles métiers, ce contexte réglementaire dans les agents et dans nos logiciels, c'est vraiment le cœur de notre métier.
Non, mais ce qui est intéressant, c'est que ça dépend des cas d'usage. Peut-être que pour certains cas d'usage, il peut faire sens pour Richat d'utiliser des modèles de base tels quels, etc. Mais dans certains cas, utiliser des modèles qui ont été personnalisés avec des instructions spécifiques à un métier. Parce qu'on se rend bien compte qu'un agent est plus pertinent en fait s'il a été spécialisé pour un domaine spécifique. Et donc, pouvoir éventuellement fine-tuner, on va utiliser le mot technique, fine-tuner des modèles pour un métier spécifique. Et la particularité au Richat, c'est que vous couvrez un panel de verticaux qui est assez intéressant. Et justement, ça va pouvoir permettre d'avoir pas mal d'expériences sur pas mal de sujets différents, voire fédérer justement des expériences sur des domaines différents. Et donc, l'éditeur de logiciel peut se positionner dans des cas d'usage sur du généraliste, je vais dire, et puis des choses très, très personnalisées, dans certains cas. Donc, l'éditeur de logiciel vraiment garde la main et c'est pour ça que nous, on propose tout un tas de modèles, plus de 11 000 modèles, etc., pour donner le choix. Et en termes de plateforme, c'est pareil. Un éditeur, s'il veut se positionner sur la solution SaaS comme Copilot Studio, par exemple, pour faire de l'intégration au sein d'une entreprise, ça peut faire sens. Mais s'il a besoin d'avoir plus le contrôle sur certains aspects de sa solution, il peut partir sur des solutions PaaS, voire des solutions IaaS. Donc, rien ne l'empêche de choisir pour certaines parties spécifiques. Voilà. Donc, le contrôle reste dans la main de l'éditeur de logiciel au final. D'accord, tu nous parles de modèles génériques et de modèles spécialisés. Oui. Quelle distinction tu peux faire entre les deux ? C'est un petit peu ce qu'on a évoqué en fait quand on a parlé des l'IA traditionnelle versus l'IA, l'agentic AI et des modèles fondation. En fait, l'apparition de ChatGPT, c'est quoi ? C'est des modèles plus généralistes qu'avant on avait un modèle pour faire de la traduction, un modèle pour faire du NLP, pour faire de la génération d'images, etc. Aujourd'hui, tu as des modèles généralistes qui peuvent répondre à tout un tas de questions dans plein de domaines différents. Mais on se rend bien compte que, dit généraliste, ça veut dire qu'il ne sera peut-être pas aussi pertinent et il va peut-être induire des biais, etc. On pourra en reparler sur les risques, etc. Mais sur des biais en fonction, les modèles de fondation ont été entraînés avec des données qui sont disponibles principalement sur Internet. On peut avoir intérêt, un éditeur de logiciel a peut-être intérêt de venir réentraîner, c'est post-training, on va dire, fine-tuner un modèle avec des données spécifiques à un vertical pour qu'il soit plus pertinent dans ce domaine. Peut-être qu'il y a un lexique spécifique, une façon de parler dans ce domaine qui fait que on voudra qu'il réponde de telle ou telle façon. Et donc, on a la main là-dessus en venant personnaliser des modèles spécifiques. C'était très clair. Merci beaucoup, Dominique. Je t'en prie. Pour entrer encore davantage dans le concret, comment s'organise cette intégration dans la vie de tous les jours, dans la vie de l'entreprise, que ce soit en termes d'outils, de framework ou encore de méthodologie ? Alors, en termes de méthodologie, on va dire que tout part du cas d'usage. Donc la première étape, c'est vraiment de passer du temps avec les équipes métiers, avec les équipes qui pensent et qui conçoivent nos logiciels, pour essayer d'identifier des cas d'usage sur lesquels les agents pourraient venir apporter beaucoup de valeur. C'est pas parce que l'agentic AI est le mot à la mode qu'il faut en mettre de partout. Il faut vraiment essayer de réfléchir à où est-ce que ça peut apporter de la valeur, notamment parce qu'on a une responsabilité, ne serait-ce qu'écologique, forte, à ne pas mettre de l'intelligence artificielle partout où de la simple algorithmie pourrait répondre. Donc la première étape, c'est de définir les cas d'usage. Ensuite, une fois qu'on a ces cas d'usage, on rentre en phase de conception. Et donc là, effectivement, si je reprends mes 3 éléments sur un agent, on va venir choisir le cerveau, donc le LLM qu'on va venir utiliser, les différents outils, son savoir-faire. Donc, il va avoir besoin de se connecter à Internet, de générer une image, de lire un PDF, tout un tas de choses qu'il peut faire pour, quelque part, répondre aux besoins métiers. Et puis, sa mémoire. Donc, est-ce qu'il a besoin d'une mémoire à long terme, à court terme ? Est-ce qu'il a besoin d'être capable de faire de la recherche au sein d'une base de données, de la recherche sémantique, de la recherche vectorielle ? Donc, c'est tout un tas
de sujets qu'il va falloir configurer. Et on va venir comme ça constituer le chatbot, l'agent. Et puis cet agent, on va ensuite le tester de manière itérative, donc dans plusieurs cas, plusieurs contextes, lui poser plusieurs fois la même question, puis venir mettre un petit peu des coups de tournevis un petit peu partout pour pouvoir affiner le résultat et être sûr qu'il soit suffisamment robuste et fiable, qu'il n'hallucine pas, qu'il répond toujours sur le format qu'on lui a demandé d'utiliser, etc. Et une fois qu'on a quelque chose de suffisamment stable, là, on va rentrer en phase de déploiement. La plupart du temps, le déploiement, il est vraiment progressif. C'est-à-dire, on va commencer à le faire avec des utilisateurs qui sont informés et puis qui ont peut-être eu même un accompagnement un peu spécifique pour utiliser les agents. Et puis, petit à petit, on élargit le scope des utilisateurs qui ont accès à cet agent. Oui, ce qui est intéressant, en fait, c'est au-delà de la méthodologie de création de la solution agentique, c'est que ça va changer complètement le métier d'éditeur de logiciels. Parce que déjà, la partie réalisation du code, etc., on voit bien que c'est vraiment en avance de phase dans ce domaine sur l'utilisation des agents, mais ça va toucher tous les services d'un éditeur de logiciel, que ce soit le service marketing pourra utiliser un agent pour générer des campagnes, etc. Le service de sales pourra utiliser des agents pour venir les aider à contacter les clients, etc., à faire avancer les leads de façon plus rapide. Le support. Alors, le support, c'est assez... tout le support premier niveau d'un éditeur de logiciel, aujourd'hui, on peut... globalement, se dire que ça peut être réalisé par des agents qui éventuellement passent la main après des experts techniques, etc., de l'éditeur. Mais donc, on voit bien que sur tout le cycle de vie d'un logiciel, de sa création, la vente, le marketing, etc., comme toutes les entreprises, j'allais dire, mais d'autant plus les éditeurs de logiciels, ils vont être, ils doivent vraiment penser à se réorganiser avec l'arrivée de l'agentic AI. C'est vrai que le terme, dès qu'on parle d'intelligence artificielle, c'est très marketing. Ouais. Je comprends qu'il faut aussi partir du besoin, répondre à un réel besoin plutôt que de l'intégrer seulement. Exactement. D'ailleurs, vouloir rajouter des agents, ça peut être contre-productif en fait. S'il n'y a pas l'adhésion de l'utilisateur, si on met un agent trop vite sur le marché qui ne répond pas du tout et qui n'aide pas du tout en fait l'utilisateur dans sa productivité, etc., on va avoir l'effet inverse où on va se dire moi je veux pas travailler avec des agents. Donc il faut faire très attention à ne pas vouloir absolument mettre de l'agent pour mettre de l'agent, mais quand c'est vraiment utile pour la solution. Pour le mot de la fin, on a parlé un petit peu du futur tout à l'heure avec le rôle notamment de développeur qui va être mené à évoluer dans une certaine mesure. Dans 2 à 3 ans, à quoi ressemblera l'agentic AI dans un logiciel métier ? Je pense que on va passer d'un système où quelque part on retrouve aujourd'hui l'agent ou les agents comme des options, des modules annexes qu'on va venir consommer à droite, à gauche dans le logiciel en fonction des opérations qu'on va faire. Je pense que ça va complètement switcher à un modèle où l'agent sera la colonne vertébrale du logiciel, voire même la seule interface qu'on a avec le logiciel. Si je me projette vraiment à 3 ans, c'est des choses que je peux imaginer où on a uniquement une relation avec un agent qui va, lui, venir faire toutes les opérations métiers qu'on fait aujourd'hui dans un logiciel. Une interface qui n'a plus rien à voir avec les interfaces d'aujourd'hui, peut-être que du conversationnel, plus aucun bouton pour venir déclencher des opérations, plus aucun champ pour venir remplir un formulaire. Et simplement, effectivement, une discussion sur nos intentions, sur ce qu'on souhaite faire, sur comment on souhaite le faire. Et puis, derrière, des agents qui travaillent en collaboration pour pouvoir venir réaliser toutes les opérations métiers. Oui, mais en fait, ce qui est intéressant, Microsoft a sorti un papier là, qui s'appelle le Work Trend Index 2025, que je vous invite à lire. Et en fait, il parle de frontières firmes, c'est-à-dire les entreprises de pointe, en fait, avec différentes phases d'adoption de l'agentic AI. Et justement, là, on va passer d'une étape, alors à 2-3 ans, c'est difficile de dire parce que les évolutions sont tellement rapides. Dans un mois, on peut nous annoncer un nouveau modèle de fondation qui change la donne, etc. Mais
Déjà, je pense qu'il faut y aller le plus rapidement possible. Il faut comprendre, il faut que les gens commencent à utiliser, même en interne, des agents, etc. Mais on va passer des phases où on est plutôt dans l'usage d'assistants, d'agents, collaborer avec un agent. Moi, j'utilise un agent research sur Microsoft 365 pour m'aider à préparer, etc., des meetings, vraiment orchestrateur d'agents. Voilà, c'est vraiment les 3 phases que l'on voit et voilà, mais ça va pas se faire. Voilà, encore une fois, ça va se faire dans la durée. Il y aura peut-être des services, même au sein d'une entreprise, qui seront plus en avance parce que ça fait plus de sens que d'autres. Mais c'est un petit peu la vision qu'il faut avoir et commencer à repenser peut-être la structure de sa société par rapport à ça. Un mot de la fin ? Peut-être, je dirais que il faut pas avoir peur. Au contraire, il faut vraiment commencer à s'approprier l'utilisation des agents. Beaucoup de gens utilisent déjà du chat GPT, etc. Moi, je vois mes propres enfants, ils commencent à l'utiliser et il faut apprendre à les utiliser, en fait. Et je pense que voilà, c'est comme toute révolution un peu technologique, ça va prendre du temps, mais voilà, les premiers qui auront appréhendé en fait l'usage des agents, ils seront préparés peut-être au monde de demain. Oui, je pense qu'il peut y avoir eu certains éléments dans notre échange qui étaient un petit peu vertigineux à certains moments. Mais je suis assez d'accord. Il faut pas avoir le vertige. Au contraire, il faut plutôt se jeter dans le vide, si je file la métaphore jusqu'au bout. Voilà, je pense qu'effectivement, il faut embrasser ce changement et se lancer, tout simplement. C'est vraiment notre rôle en tant qu'éditeur de logiciels. Lighting up the way, c'est ce qu'on doit faire, c'est notre mission. Et ça doit passer aujourd'hui par ces recherches et ces déploiements d'agents. En tout cas, merci beaucoup, messieurs. C'était un plaisir de vous avoir avec nous aujourd'hui. Merci, Tom. Merci beaucoup. Merci de ce super podcast. Et à bientôt pour un nouvel épisode de Stay Connected.